vivante et quelque part l'évaluer sous les critères de minéraux ou comment dirais-je, de métaux, etc., c'est pas forcément une très bonne méthode. Mais techniquement, le calcul est juste. Après, c'est l'interprétation du calcul qui est effectivement discutable. Là, je suis d'accord avec vous. Mais le calcul, lui, il n'est pas discutable. Alors, notre deuxième partie va consister maintenant à regarder l'atome de plus près. Au niveau du noyau, c'est facile. Le noyau, c'est des protons et des neutrons qui sont ensemble, répartis sur une petite sphère qui fait à peu près 10 puissance moins 15 mètres de diamètre. Mais les électrons, on a vu qu'ils tournaient autour du noyau. La question qui se pose, c'est comment ils tournent. Et ça, c'est une question qui est très importante parce que vous l'avez vu, mais vous n'êtes peut-être pas posé la question quand vous étiez au collège. On a parlé d'ions, on a parlé de molécules quand vous étiez au collège. Mais est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi il y a des ions et pourquoi il y a des molécules? Finalement, vous avez un atome de cuivre. Pourquoi voulez-vous qu'il devienne un ion cuivre ou qu'il rentre dans une molécule? Et donc, une des raisons, c'est justement la disposition des électrons autour du noyau. Donc, on avait fait, je crois, un grand 1 présentation, c'est ça? Ouais. Et donc, maintenant, on passe au grand 2. Structure électronique. Structure électronique des atomes. Oui. Ah, d'accord, c'est là où on a calculé la masse d'un atome, fait le symbole des atomes, etc. Donc, grand 3, structure électronique. J'avais oublié ce grand 2. C'est bon, tout le monde y est? Alors, je vais vous présenter ce qu'on appelle le modèle de Bohr. C'est un vieux modèle. C'est la manière dont on concevait les atomes il y a presque un siècle. En fait, il y a même un tout petit peu plus qu'un siècle, puisque M. Bohr a commencé à travailler dessus vers 1905 à peu près. Oui. Donc, c'est un vieux modèle. Donc maintenant, on sait que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. L'avantage, enfin, il y a plusieurs avantages ce modèle. Il y en a deux essentiels. Le premier, c'est qu'il est simple. Et donc, il permet de bien concevoir comment se structure l'atome et comment cette structure permet de savoir quel ion on peut former ou quel type de molécule on peut former. Et puis, le deuxième avantage, c'est que bien qu'il soit ancien, en fait, il donne des résultats quand on fait des calculs qui sont vrais à plus de 98%. Donc, il y a un écart par rapport à la réalité qui correspond simplement à 2% des valeurs numériques que l'on peut calculer. Et ces 2% font que finalement, cette petite faute que l'on commet, par rapport à tous les avantages du modèle, elle est négligeable. Donc, le modèle est assez ancien. Même remarque que ce que je vous ai dit les fois précédentes, à savoir qu'on n'a jamais vu un atome. Alors, vous imaginez, les électrons, on les voit encore moins. Donc, si ça se trouve, le modèle dont je vous parle, dans 100 ans, il sera complètement mauvais. Mais c'est avec celui-là qu'on travaille. Et le modèle, c'est le suivant. La première idée, c'est que les électrons, quand ils tournent autour du noyau, ça fait une organisation qui ressemble un petit peu au mouvement des planètes autour du Soleil. C'est-à-dire qu'ils vont tourner autour du noyau de manière circulaire, avec quand même des différences importantes. La première des différences, c'est que les planètes tournent autour du Soleil, il y a une planète par orbitale. Donc chaque orbitale contient qu'une seule planète. Alors qu'au niveau des électrons, parfois il peut y avoir beaucoup d'électrons qui tournent sur une même orbitale. La deuxième grosse différence, c'est que les planètes, quand elles tournent autour du Soleil, elles tournent comme ça. Les électrons, quand ils tournent autour du noyau, ils tournent comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur un cercle, en fait, quand ils tournent, ce qu'ils dessinent, c'est une sphère.
Donc c'est à 3 dimensions. Ça rend finalement les choses un peu plus compliquées en termes de calcul. Alors moi, quand je vais vous faire des dessins, je vais les faire au tableau. Donc forcément, quand vous prenez une sphère et que vous la dessinez au tableau, qu'est-ce qu'on dessine? Ouais, un rond, un cercle, quoi. Donc moi, je vous dessinerai des choses qui ressemblent à des cercles, mais il faut bien penser que c'est en 3 dimensions qu'il faut travailler. Donc la première chose, c'est ça, c'est que le mouvement des électrons est ordonné. Alors je vous explique les choses et puis après on fera un grand résumé. La deuxième chose, c'est que cet ordre correspond un petit peu à ça. Vous avez ici le noyau. Vous vous rappelez, 10 puissance moins 15 mètres. Et puis, je ne fais pas un schéma à l'échelle. Vous vous rappelez qu'entre le noyau et les électrons, il y a un facteur 100 000. Puisque le diamètre du noyau, c'est 10 moins 15, le diamètre de l'atome, c'est 10 moins 10. Mais si je fais ça, je ne ferai jamais un dessin normal. Et donc, autour du noyau, vous avez des orbitales, c'est-à-dire des sphères sur lesquelles les électrons peuvent tourner. Et ces orbitales, elles ne sont pas n'importe où. Elles sont parfaitement déterminées. La distance entre l'orbital et le centre du noyau est parfaitement calculable. Et les électrons, ils tournent autour. Et des orbitales comme ça, par atome, on en a entre 20 et 22. Là, j'en ai dessiné 4 parce que de toute manière, nous, sur nos dessins, on n'ira pas plus loin que ça. Mais il y en a entre 20 et 22 possibles. Ce n'est pas les petits atomes qui ont 20 orbitales possibles et les gros 22, c'est vraiment un peu au hasard. Jusqu'à là, c'est clair? Ouais. Ces orbitales, comme elles sont spéciales, on les a représentées par un symbole. Ce symbole, c'est une lettre majuscule. L'orbital numéro 1, on l'a appelé l'orbital K. L'orbital numéro 2, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, etc. Donc, à chaque fois, on leur donne un symbole. Puis, comme c'est facile aussi, on leur donne un numéro. L'orbital K, c'est la première, donc c'est la numéro 1. L'orbital L, c'est la deuxième, c'est la numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Pourquoi je mets un chiffre et une lettre? Je mets un chiffre parce que, ça, maintenant, vous le savez. Si je mets un chiffre, qu'est-ce que ça va... Enfin, à quoi ça va servir? Monsieur Bellintani, s'il vous plaît. À votre avis, pourquoi je mets des chiffres? Pourquoi à chaque fois, en physique, en chimie, depuis le début de l'année, on met des chiffres? Alors, c'est les vacances qui vous mettent dans cet état-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les chiffres après? Ouais? Bah ouais, c'est ça. On met des chiffres pourquoi? Parce qu'on va s'en servir pour faire des calculs qu'on va intégrer dans des formules. Ça sera les applications numériques. Pourquoi on met une lettre alors? Je pourrais me contenter de dire orbital numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Oui? Ouais. Parce que c'est plus facile de dire orbital K que orbital numéro 1, orbital L que orbital numéro 2. Donc on met des lettres pour quand on veut parler, parce que c'est plus rapide, et on met des chiffres quand on veut calculer. Les électrons, ils tournent très vite. Ça fait à peu près 10 puissance moins 10 mètres. Ils font 10 puissance 14 tours par seconde. On est de l'ordre du kilomètre par seconde. 3600 km/h. Pour un truc dont la taille, alors je ne sais pas si je vous en avais parlé, le noyau il fait à peu près 10 puissance moins 15 mètres, l'électron il est à peu près à 10 puissance moins 22 mètres. C'est tellement petit que je ne suis même pas sûr du chiffre. On n'a jamais pu mesurer la taille d'un électron. Règle qui soit assez petite pour pouvoir faire cette mesure-là. Et même par des expériences indirectes, on n'y arrive pas. Donc, c'est assez compliqué, les électrons. Mais ils vont vraiment très, très vite. D'accord sur l'idée? On résume tout ça? Alors, vous écrivez que la répartition des électrons autour du noyau. La répartition des électrons autour du noyau se fait, la répartition des électrons autour du noyau se fait
de manière ordonnée. Se fait de manière ordonnée. Les électrons peuvent tourner sur des sphères les électrons peuvent tourner sur des sphères dont le centre est le centre du noyau. Sur des sphères dont le centre est le centre du noyau. Il y a entre 20 et 22 sphères possibles. Il y a entre 20 et 22 sphères possibles. Ces sphères sont appelées, donc là je vous l'ai mis au tableau, ces sphères sont appelées orbitales, donc je vous l'ai mis là, ces sphères sont appelées orbitales ou couches électroniques. Ces sphères sont appelées orbitales ou couches électroniques. On les symbolise par une lettre majuscule. On les symbolise par une lettre majuscule ou un numéro. On les symbolise par une lettre majuscule ou un numéro. La couche numéro 1, c'est l'orbital K, la couche numéro 2, c'est l'orbital L, etc. Si parmi vous, il y en a un qui arrive à me trouver pourquoi on commence à K et pas à A, ça m'intéresse. Ça fait plus de 40 ans que je cherche, et je dois reconnaître que je vais abandonner l'idée, je ne trouve pas. Pourtant, j'ai eu l'occasion de voir des chercheurs, j'ai eu la chance de voir des gens de bon niveau, il n'y en a aucun qui m'ait trouvé une explication autre que c'est l'habitude. Mais comme toutes les habitudes, il y a bien quelqu'un qui a commencé par mettre la lettre une fois. Et donc, il y a certainement une raison, mais moi, je ne sais pas. Oui. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, quoi. On aurait commencé à A, au moins c'était tranquille. Il y avait 26 lettres de l'alphabet, on était... Mais non, ça commence à K. Bon. Voilà. Des questions jusqu'à présent? Oui? Alors, oui, dessinez-le. Ah, une petite remarque. Alors, avant de le dessiner, parce que ça va être lié à la manière dont vous allez le dessiner. Le travail que je vais vous demander sur cette partie du chapitre, c'est simplement des dessins. C'est-à-dire, je vous demanderai de me dessiner me dessiner l'atome d'oxygène, me dessiner l'atome de carbone. Hein. Et donc, vous représenterez quelque chose sous cette forme-là, et vous me direz où sont les électrons. Autrement dit, des cercles, vous allez m'en faire plein. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, je vous recommande de faire comme moi. Faites pas ça au compas. Ce sera plus joli, c'est sûr, mais vous allez perdre beaucoup de temps à les faire au compas. Je pense surtout aux devoirs, où vous allez être en temps limité. Donc prenez l'habitude de me faire des trucs qui soient à peu près circulaires. Et puis ici, comme les miens, c'est pas vraiment des cercles, c'est pas grave, je ne vous embêterai pas avec ça le jour du devoir. Ce qui va être important, c'est de me dire où sont les électrons et par quoi, pourquoi. Voilà, dessinez-moi 3-4 couches, sachant que nous, de toute manière, on s'arrêtera à 3. Je vous montrerai pour la 4e, mais dans le cadre des devoirs, on ne dépassera pas 3.
Oui? Non. Non, non. De toute manière, vous vous rappelez, hein, la charge électrique des électrons, quel que soit l'électron, c'est toujours la même. Or, comme ils vont avoir tous des mouvements différents, ouais, mais vous allez voir encore des trucs encore plus bizarres, on va le voir juste après. C'est que la majorité des électrons vont se déplacer deux par deux. Et là où c'est bizarre, vous vous souvenez, c'est que je vous ai dit, je l'ai dit un peu rapidement, mais parce que ça ne va pas vraiment nous servir, c'est que les charges négatives, quand elles sont à côté, ont tendance à se repousser. Et bien, malgré ça, la majorité des électrons vont circuler deux par deux. C'est très surprenant. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur un modèle, même si celui que je vous donne est assez ancien, au jour d'aujourd'hui, le seul atome dont on sache à peu près comment il fonctionne, c'est l'atome d'hydrogène. Celui où il y a un électron. Celui-là, on le connaît bien. Dès qu'il y a deux électrons, on sait faire que très difficilement. Alors un atome comme le plomb avec ses 80 électrons, il y a vraiment encore beaucoup de travail avant de savoir comment fonctionnent les atomes. C'est bon, tout le monde y est? Alors, deux petites choses avant de passer aux règles de fonctionnement. La première, c'est ce que je viens de dire pour répondre à M. Comte. C'est que, en fait, les électrons, ils bougent autour du noyau, mais ils ont, premièrement, juste une chose. On est bien d'accord que quand je vous parle de sphères, ce n'est pas des sphères qui existent. Hein. Autour du noyau, il n'y a pas des espèces de trucs en verre sur lesquels les électrons pourraient glisser. C'est l'électron tourne tellement vite que quand on le regarde, si on pouvait le faire, ça ferait comme si c'était un cercle. C'est un petit peu comme si, vous avez dû faire ça quand vous étiez petit. Vous savez, prenez la main puis vous la bougez très vite. Et si vous prenez la main et que vous la bougez très vite, vous aurez l'impression de voir plusieurs mains. Vous n'avez jamais fait ça? Essayez, vous allez voir. Si vous l'agitez vraiment, vous allez voir, vous avez l'impression qu'il y a 3 ou 4 mains. Donc, là, c'est pareil. S'il n'y a pas de vraie sphère, c'est comme pour le système solaire, il n'y a pas d'espèce de cercle sur laquelle la planète Terre bouge. Il bouge tellement vite que quand on regarde, on a l'impression que ça dessine un cercle. Enfin, en 3 dimensions, une sphère. Voilà. Après, je répète, c'est un modèle. Donc, on a fait plein d'expériences. Il semble quand même que le modèle soit bon. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de trucs qui viennent le contredire. Mais on ne les a jamais vraiment vus. Et donc, dans notre théorie, les électrons, quand ils se déplacent soit tout seuls, soit par groupe de deux. Et c'est vrai que sur le fond, on ne sait pas trop pourquoi. Un groupe de 2 électrons, ça ne devrait pas tenir. Les électrons, ils se repoussent. Ils ont la même charge négative. Mais ça tient. Et ça marche même bien, assez bien. Par contre, jamais par 3. Ça va, c'est bon là-dessus? Vous notez ça? Lors de leur déplacement, les électrons sont soit tout seuls, lors de leur déplacement, les électrons sont soit tout seuls, entre parenthèses, vous rajoutez, donc les électrons sont soit tout seuls, entre parenthèses, on parle d'électrons célibataires, les électrons sont soit tout seuls, entre parenthèses, on parle d'électrons célibataires, soit par deux, soit tout seul, on parle d'électrons célibataires, soit par deux. Alors on ne dit pas qu'ils sont mariés, hein, on parle de doublé électronique. Je vous l'ai mis doublé au tableau. Soit par deux, entre parenthèses, on parle de doublé électronique. Oui, mademoiselle Aïdogmus, vous arrivez à voir ou... Non? Ah oui, mais si j'éclaire, ça ne marche plus. Mais c'est un problème de vision ou c'est parce que c'est mal écrit? Enfin, c'est pas assez contrasté.
Dernière chose avant de passer aux règles. J'ai 22 orbitales possibles. Si je prends un atome comme le carbone, il a 6 électrons. Donc les 6 électrons, forcément, ils vont se répartir sur ces 22 orbitales. Ils ne vont pas forcément occuper toutes les orbitales. On va voir qu'en fait, les électrons ont tendance à se regrouper en paquets autour du noyau. Ce qui va être important, vraiment très important sur la chimie, c'est les électrons qui sont les plus éloignés du noyau. Monsieur Comte ? Non, on va voir qu'en fait, ils sont très inégalement répartis. Il y a des orbitales où on va pouvoir mettre 2 électrons, et puis il y a des orbitales où on va pouvoir mettre 50 électrons, voire plus. Oui ? Alors, les protons et les neutrons sont dans le noyau. Dans notre cours à nous, on ne s'en occupe pas. L'expérience montre que les protons et les neutrons, ça bouge beaucoup, mais dans le noyau, et ça ne bouge pas de manière circulaire. En fait, pour être tout à fait juste, on ne sait pas trop, enfin si, on sait un peu comment ça bouge, mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas ordonné de la même manière que pour les électrons. Oui. Ça fait presque une espèce de soupe dans laquelle les patates, les carottes, etc. sont en train de bouger sans arrêt, comme ça, en restant dans le liquide. Et, le noyau, c'est vraiment... Déjà, les électrons, c'est compliqué, mais alors le noyau... où est-ce que j'en étais? Ah oui. On appelle, donc définition. On appelle couche périphérique. On appelle couche périphérique. Je vous le mets au tableau au cas où. Parfois, c'est même périphérique que celui d'union, quoi. On appelle couche périphérique. Ou couche de valence. Je vous mets le mot, mais je l'utilise très peu, celui-là. Moi, je suis vraiment sur couche périphérique. On appelle couche périphérique ou couche de valence, comme la ville. Ouais. En vieux chimie et en vieux français, valence, c'est quand il manque quelque chose. Donc, couche de valence, c'est quand il manque des électrons, quelque part. Où est-ce que j'en étais? Oui. On appelle couche de périphérique ou couche de valence l'orbitale la plus éloignée du noyau. C'est pour ça qu'on parle de périphérique. On appelle couche périphérique ou couche de valence l'orbitale la plus éloignée du noyau. L'orbitale la plus éloignée du noyau qui contient des électrons. L'orbitale la plus éloignée du noyau qui contient des électrons. Vous voyez, si je prends l'or, par exemple, avec ses 79 électrons, les 79 électrons de l'or se répartissent sur les 6 premières couches. La couche périphérique, ce sera la couche la plus loin du noyau dans laquelle il y a quand même des électrons. Donc pour l'or, la couche périphérique sera la couche numéro 6, puisque c'est la plus loin du noyau sur laquelle il y a des électrons. Pour l'or, la couche numéro 7, il n'y a rien, la couche numéro 8, il n'y a rien, etc. Oui? Oui. Ouais. Quelque part, votre question, c'est comment on sait qu'il y en a 22 si elles ne sont pas toutes occupées. Ouais. Alors l'idée, c'est que même si on ne sait pas et qu'on n'a jamais vu un électron, on est capable de les faire bouger. Donc on est capable, pour un atome donné, en fait on le fait pour plusieurs, mais on est capable pour un atome donné de prendre ces électrons et de les faire s'éloigner du noyau. Et c'est comme ça que quelque part on a compté les orbitales. C'est-à-dire qu'on a pris un électron, puis on l'a fait monter. Et on fait monter, on regarde s'il est stable, on fait monter, on regarde s'il est stable, on fait monter, on regarde s'il est stable. Et c'est pour ça qu'on a compté certaines fois 20 orbitales, certaines fois 21, certaines fois 22. Mais jamais au-delà. Mais par contre, là où vous avez raison, c'est que jamais dans l'état naturel, les 15 dernières orbitales, les 13 dernières orbitales sont occupées. Mais par contre, on peut être dans un état non naturel. Pour ceux qui feront la physique l'année prochaine, on en reparlera, mais la lumière, ça vient de là. C'est quand on fait bouger les électrons là-dessus qu'on est capable de fabriquer de la lumière. C'est un truc intéressant.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder comment sont les électrons. Donc, on va placer les électrons, je dirais presque un par un, sur leurs orbitales. Il y a un ordre, celui qui a beaucoup travaillé dessus, sur comment les électrons étaient répartis, c'est M. Pauli. M. Pauli, c'est un Hongrois. Et donc, à l'époque, il travaillait tout seul dans son laboratoire, il a fait ses expériences, et il a regardé comment les électrons étaient répartis autour du noyau. Et donc, finalement, il en a déduit une organisation. Cette organisation, c'est ce qu'on appelle les règles de Pauli. Ce que je vais vous demander de faire, et quelque part, ça c'est la méthode que j'ai faite après plusieurs... Je vous demande de prendre l'ensemble des 5 règles de Pauli. Vous les écrivez, même si vous ne comprenez rien. Et après, je reviendrai sur chacune des règles, une par une, pour vous expliquer les choses. Mais l'expérience m'a montré que si on prenait les règles et puis qu'à chaque fois je répondais à toutes les questions, à chaque règle, ça marchait moins bien que si on avait en tête toutes les règles et qu'on expliquait ensuite chacune des règles. Donc là, même si vous ne comprenez pas bien, vous notez. Donc, c'est un théorème qui s'appelle règle de Pauli. Règle de Pauli. Alors, la petite phrase d'introduction. Les règles de Pauli permettent de déterminer comment les électrons, les règles de Pauli permettent de déterminer comment les électrons se répartissent autour du noyau. Comment les électrons se répartissent autour du noyau. Les règles de Pauli ça y est, j'ai perdu mon truc, j'ai perdu le fil. Permettent. Merci. Les règles de Pauli permettent de déterminer comment les électrons se répartissent autour du noyau. Première règle. Sur l'orbital numéro X. Je le mets au tableau. Sur l'orbital numéro X, donc le X minuscule classique, on pourra placer, Monsieur Bourgeon, si vous démarrez toujours 3 minutes avant les autres pour écrire, c'est clair, vous êtes systématiquement en retard. Sur l'orbital numéro X, on pourra placer au maximum, sur l'orbital numéro X, on pourra placer au maximum 2x carré électrons. Je vous ai mis 2x carré ici. Ça, c'est visible pour tout le monde ou Mademoiselle Balthazar, par exemple? L'ordinateur ne gêne pas, c'est bon? Sur l'orbital numéro X, on pourra placer au maximum 2x carré électrons. Deuxième règle. Les électrons, deuxième règle. Les électrons se placeront toujours le plus près possible du noyau. Les électrons se placeront toujours le plus près possible du noyau. Troisième règle. On ne place des électrons
on ne place des électrons sur une orbitale, on ne place des électrons sur une orbitale que quand la précédente, on ne place des électrons sur une orbitale que quand la précédente est complète. On ne place des électrons sur une orbitale que quand la précédente est complète. Quatrième règle. La couche périphérique. La couche périphérique. Quelle qu'elle soit. La couche périphérique. Quelle qu'elle soit. N'importe laquelle. Contiendra au maximum, la couche périphérique, quelle qu'elle soit, contiendra au maximum 8 électrons. La couche périphérique, quelle qu'elle soit, contiendra au maximum 8 électrons. Et enfin, cinquième règle, qui est la plus compliquée. Dans une orbitale, si le nombre d'électrons dans une orbitale, si le nombre d'électrons est inférieur ou égal, dans une orbitale, si le nombre d'électrons est inférieur ou égal à la moitié, si le nombre d'électrons est inférieur ou égal à la moitié de sa capacité maximale, est inférieur ou égal à la moitié de sa capacité maximale, il n'y a que des électrons célibataires. Inférieur ou égal à la moitié de sa capacité maximale, il n'y a que des électrons célibataires. Sinon, donc quand il y en a plus que la moitié de la capacité maximale, donc sinon, les électrons supplémentaires, et on a presque fini. Ça va aller, mademoiselle Eidogmus? Sinon, les électrons supplémentaires formeront des doublés électroniques Sinon, les électrons supplémentaires formeront des doublés électroniques. Allez, on va s'arrêter là, le reste je vous l'expliquerai de vive voix. Sinon, les électrons supplémentaires formeront des doublés électroniques. Allons-y. Première règle, c'est la formule dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire couche numéro X? Ben, ça veut dire ça. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Bref, le X, c'est le numéro de ma couche. 1 pour K, 2 pour L, 3 pour M, 4 pour N, etc. etc. Ça d'accord? Au niveau mathématique, 2x carré, ça veut dire que je mets x au carré et que je multiplie le résultat par 2. Concrètement, comment je l'applique? Ben, on va regarder les couches qui vont nous intéresser en priorité. La couche K. Je vais effacer tout ça. Alors vous avez vu, hein, je parle indifféremment de couche ou d'orbital. C'est parce que c'est vraiment deux synonymes et que les deux noms sont utilisés de la même manière. La couche K. Bah, comme je vous l'ai dit, c'est la couche numéro 1. Ça veut dire que pour la couche K, x est égal à 1.
Ça, je pense que ça va. Et donc 2x carré, 2x carré, c'est 2 fois 1 au carré. Après, on prend la machine. Mais ça, 1 au carré, je pense que tout le monde le sait. 1 fois 1, ça fait 1. Et 2 fois 1, 2. Donc 2x carré, ça fait 2. Autrement dit, sur la couche K, je peux mettre 2 électrons au maximum. Donc sur la couche K, je peux mettre 1 électron, je peux en mettre 2, éventuellement je peux en avoir 0, mais jamais je pourrais en mettre 3. La formule de la première règle de Pauli me dit que la couche K, A2, ça bloque. Terminé. Ça va? C'est bien clair pour tout le monde, ça? Une fois que vous avez compris ça, après le reste, c'est une translation. Oui? Voilà, c'est celui-là. Si je continue par un deuxième exemple, la couche L, c'est la couche numéro 2. Donc ça veut dire que x est égal à 2. Et si x égale à 2, je vais le mettre là, 2x carré, ça me fait 2 que multiplie 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4, et 2 fois 4, ça fait 8. Autrement dit, sur ma couche L, au maximum, je mets 8 électrons. Je peux en mettre 0, je peux en mettre 1, je peux en mettre 2, je peux en mettre 3. Mais de toute manière, j'en mettrai jamais 9 ou jamais 10. Ça bloque à 8. Et là, c'est concret. C'est-à-dire que quand on a essayé d'en mettre un 9e, on a mis le 9e parce qu'on fait ce qu'on veut avec les laboratoires. Il suffit d'être suffisamment riche pour pouvoir faire les expériences comme on veut. Et ça pose aucun problème. Donc on met le 9e, et dès qu'on a mis le 9e, pouf, il est reparti. Donc c'est vraiment 8. Alors après, si la question c'est, mais comment on a fait pour savoir combien il y en avait? Là, c'est les expériences. Mais par contre, on ne sait toujours pas pourquoi. On sait combien, on a fait les mesures, etc. Mais on ne sait pas pourquoi. Bon, on commence. Je vous laisse faire tout seul la couche numéro 3. Allez, dites-moi combien il y a d'électrons maximum sur l'orbital numéro 3. Oui? Combien vous avez trouvé? Ouais, c'est ça. La couche M, c'est la couche numéro 3, c'est-à-dire x égale à 3. Donc 2x au carré, ça fait 2 fois 3 au carré. 3 au carré, 3 fois 3, ça fait 9. Et 9 fois 2, ça fait 18. Donc sur la couche M, au maximum, on met 18 électrons. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce que je vous demanderai en exercice ou en devoir? Je vous dirai par exemple, j'ai la couche numéro 15, combien d'électrons je peux mettre dessus? Voilà. Jusqu'à là, ça va? Alors, règle numéro 2. Les électrons se placent toujours le plus près possible du noyau. Et donc, pour expliquer les choses, je vais faire mes explications par l'exemple et par le dessin. Et je vais commencer par l'atome le plus simple, l'hydrogène. C'est le plus petit des atomes qui existent. Et donc, je fais comme on l'a fait en devoir, le nombre d'électrons, c'est Z, c'est-à-dire 1, le chiffre du bas.
On dessinera l'hydrogène plus tard. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et puis, bonne fête, quoi. Éventuellement à l'année prochaine.